À 4 heures du matin, 57 camions d'armes sont stoppés près de la frontière, déclenchant un choc sécuritaire immédiat au Burkina Faso. Ce coup de filet révèle une opération internationale capable d'armer une armée entière, avec des conséquences régionales profondes pour le Sahel et les équilibres voisins. Que signifie ce test de souveraineté pour les citoyens ordinaires? Et comment Ibrahim Traoré peut-il transformer une menace opaque en décision fondatrice durable? En quelques heures, un pays hésitant entre peur et fierté s'engage dans une trajectoire nouvelle, aux répercussions politiques, sociales et géopolitiques durables. Pour comprendre ce qui se joue, il faut d'abord regarder au-delà du choc initial. Cette analyse s'engage à expliquer ce que révèle réellement la saisie des 57 camions d'armement, au-delà des images spectaculaires diffusées dans tout le pays. Elle promet au lecteur de saisir les mécanismes cachés d'une opération internationale, les risques qu'elle fait peser sur la stabilité nationale et les choix stratégiques qui en découlent. L'enjeu central est scalaire: décrypter comment un incident sécuritaire peut devenir un moment de bascule politique, économique et diplomatique pour un État déjà fragilisé. Ce n'est pas seulement une affaire de frontières ou de trafic, mais une question de crédibilité étatique, de cohésion sociale et de positionnement régional. Ce récit apporte des repères concrets pour distinguer les faits avérés des interprétations, mesurer l'ampleur réelle de la menace et comprendre ce qui est désormais en jeu pour le Burkina Faso dans les mois à venir. Derrière chaque décision prise se dessinent des conséquences durables, souvent invisibles au premier regard, mais déterminantes pour l'avenir collectif. À ce stade, un chiffre s'impose et redessine le cadre. En quelques heures, l'enquête révèle un nombre qui change tout. 57 camions, soit une capacité d'armement suffisante pour équiper une armée entière. Derrière ce nombre, une réalité plus troublante apparaît rapidement. Il ne s'agit pas d'un trafic opportuniste, mais d'une opération planifiée sur plusieurs mois, impliquant des itinéraires multiples et des soutiens extérieurs. Sous la direction directe d'Ibrahim Traoré, les autorités burkinabées lancent une enquête approfondie afin de comprendre comment un convoi d'une telle ampleur a pu approcher la frontière sans être détecté plus tôt. Les premiers éléments montrent que les camions provenaient de points de départ différents, convergeant vers un passage stratégique conçu pour brouiller les pistes et diluer les responsabilités. Cette coordination logistique indique un niveau d'organisation largement supérieur à celui des réseaux criminels locaux habituels. L'analyse des numéros de série des armes saisies apporte une seconde révélation. Les origines sont variées, allant de stocks issus de conflits passés en Libye jusqu'à des fabrications plus récentes provenant de circuits industriels légaux détournés. Ce constat élargit immédiatement le cadre de l'affaire, faisant passer la saisie d'un problème frontalier à une question géopolitique régionale. Le Burkina Faso n'apparaît plus comme une cible isolée, mais comme un maillon dans une chaîne de déstabilisation plus vaste du Sahel. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré se trouve confronté à un double impératif. D'un côté, rassurer une population habituée à l'insécurité chronique et soucieuse de voir l'État reprendre le contrôle. De l'autre, éviter une escalade diplomatique qui pourrait exposer le pays à des pressions économiques ou politiques extérieures. La saisie des camions devient alors un révélateur brutal des fragilités structurelles du système de surveillance, mais aussi de sa capacité à réagir lorsqu'un seuil critique est franchi. À partir de là, le récit se précise. Un événement spectaculaire, un chiffre impossible à ignorer et un État sommé de transformer une alerte sécuritaire en stratégie cohérente de souveraineté. Dans cette histoire, une décision sur le terrain donne un visage à l'événement. Au cœur de cette séquence tendue émerge une figure inattendue. Le capitaine Moussa Kaboré, officier chargé du contrôle sur l'axe frontalier où le convoi est intercepté. Son rôle dépasse rapidement celui d'un exécutant. Face à des camions lourdement chargés,
dont la destination et la protection restent floues, il prend la décision d'agir sans attendre des renforts supplémentaires. Ce choix, risqué dans un contexte où l'ennemi potentiel est invisible, marque le véritable point de départ de l'affaire. L'intervention de Caboret a un effet immédiat sur le terrain. Elle empêche la dispersion du convoi et bloque une cargaison qui aurait pu alimenter plusieurs foyers de violence dans la région. Pour les unités locales, cette action agit comme un signal clair. L'État peut encore reprendre l'initiative là où son autorité semblait affaiblie. Dans les heures qui suivent, la chaîne de commandement se resserre. Les informations remontent plus vite et les forces de sécurité passent d'une posture défensive à une logique de contrôle actif. Les premiers impacts se font également sentir au sein de la population. Les images des camions immobilisés circulent rapidement, provoquant un mélange de stupeur et de soulagement. Pour de nombreux citoyens, cette interception représente un rare moment où la menace reste contenue avant de se transformer en drame. Elle redonne une visibilité concrète à l'action de l'État dans des zones souvent perçues comme abandonnées. Sur le plan symbolique, le capitaine Moussa Caboret devient malgré lui un repère narratif. Son geste incarne une rupture, celle entre une insécurité subie et une réponse assumée. Ce n'est pas encore une victoire stratégique, mais un signal précoce que quelque chose a changé dans la manière d'affronter la menace. L'enjeu se précise alors clairement. Un acte individuel peut-il amorcer un basculement collectif durable? Pour suivre la dynamique de la crise, il faut revenir au fil des faits, étape par étape. Le déclenchement est brutal et précis. L'interception des 57 camions ne reste pas longtemps un fait localisé. En quelques heures, l'information remonte jusqu'au sommet de l'État, où Ibrahim Traoré comprend que l'ampleur logistique dépasse largement un simple acte de contrebande. L'ordre est donné de sécuriser immédiatement la zone, de geler tout mouvement connexe et d'ouvrir plusieurs fronts d'enquête simultanés. Ce choix marque une rupture avec les réponses fragmentées du passé. L'événement n'est plus traité comme un incident isolé, mais comme le point d'entrée d'une menace systémique. La montée en tension s'opère à mesure que les premiers éléments convergent. Les services de sécurité découvrent que chaque camion occupait une place spécifique dans un dispositif coordonné, avec des horaires différenciés et des itinéraires calculés pour éviter les contrôles habituels. Cette sophistication transforme la saisie en signal d'alerte majeur. Ibrahim Traoré convoque alors le Conseil national de sécurité, élargissant le cercle décisionnel afin d'éviter toute lecture exclusivement militaire. Le message interne est clair. La réponse doit être ferme, mais maîtrisée, afin de ne pas offrir aux acteurs extérieurs le prétexte d'une escalade ouverte. Le point culminant intervient lorsque les investigations financières rejoignent l'analyse logistique. Des documents saisis révèlent l'existence de circuits de financement complexes, reposant sur des sociétés écrans et des transferts internationaux dissimulés. À ce stade, la crise change de nature. Elle ne concerne plus seulement la sécurité immédiate, mais la capacité de l'État à protéger son intégrité face à des mécanismes économiques invisibles. Ibrahim Traoré choisit alors de rendre publique une partie des informations, rompant avec la culture du secret absolu. Cette communication contrôlée vise à désamorcer les rumeurs tout en affirmant l'autorité présidentielle. Les répercussions se font sentir presque instantanément. Sur le plan intérieur, l'opinion bascule d'une inquiétude diffuse vers une mobilisation prudente. Les citoyens perçoivent que l'affaire n'est pas minimisée, mais prise en charge au plus haut niveau. À l'extérieur, les réactions se multiplient. Certains partenaires appellent à la retenue et à la coopération multilatérale, tandis que des voix plus critiques s'inquiètent d'un durcissement du discours souverainiste. Cette diversité de réactions confirme que l'événement dépasse désormais les frontières nationales. Dans les jours qui suivent, les effets secondaires se cristallisent. Les forces de sécurité renforcent les contrôles frontaliers, révélant au passage des failles longtemps ignorées. Les milieux économiques, eux, réagissent avec prudence, suspendant certaines décisions dans l'attente de clarifications diplomatiques.
Ibrahim Traoré se retrouve ainsi au centre d'un équilibre délicat. Maintenir la pression sur les réseaux identifiés sans fragiliser davantage un pays déjà exposé à de multiples vulnérabilités. Au final, ce qui avait commencé comme une interception devient un révélateur structurel. À chaque étape, l'étau se resserre autour d'une question centrale, désormais impossible à éluder. Comment transformer une crise sécuritaire en levier de refondation étatique sans provoquer de fractures internes ou d'isolement extérieur? Pour comprendre l'ampleur réelle, il faut maintenant regarder les chiffres et ce qu'ils impliquent. Avant la saisie, le trafic d'armes à travers les frontières burkinabées restait fragmenté et diffus. Après le 16 août, les chiffres révèlent une rupture nette d'échelle et d'intention. Les autorités découvrent que la cargaison interceptée comprenait près de 25 000 fusils d'assaut et environ 70 000 grenades, soit une puissance de feu suffisante pour équiper une force militaire complète. Cette donnée transforme immédiatement la lecture de l'événement. Il ne s'agit plus d'un flux marginal, mais d'un stock stratégique concentré en un seul point de passage. Un premier indicateur éclaire l'ampleur logistique. 57 camions coordonnés impliquent des capacités de transport, de stockage et de synchronisation rarement observées dans les réseaux criminels locaux. Chaque véhicule représente un maillon précis d'une chaîne pensée pour réduire les risques de détection. Ce niveau d'organisation suggère une planification longue, coûteuse et protégée, incompatible avec une initiative improvisée. La différence est claire. On passe d'un trafic opportuniste à une opération structurée, conçue pour durer. Un second chiffre renforce cette lecture. Les analyses financières mettent en évidence des flux estimés à plusieurs centaines de millions de dollars liés à l'opération, répartis sur des comptes situés dans différentes juridictions internationales. Ce volume dépasse largement les capacités d'autofinancement de groupes armés régionaux. Il indique l'intervention d'acteurs disposant d'un accès stable aux circuits financiers mondialisés. En termes simples, l'argent circule plus vite et plus loin que les armes, ce qui complique considérablement la riposte étatique. Un troisième élément quantitatif concerne l'origine des équipements. Les numéros de série révèlent une diversité géographique frappante, allant de stocks issus de conflits anciens à des productions plus récentes détournées de circuits légaux. Cette dispersion des sources démontre que le réseau fonctionne comme une plateforme d'agrégation, capable de capter des armes dans différents contextes pour les redistribuer vers une zone cible. La variation des provenances est ici un signal fort. Elle réduit la probabilité d'une responsabilité unique et augmente celle d'un système multinational toléré, voire exploité. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres posent un dilemme stratégique. D'un côté, ils justifient un discours ferme sur la souveraineté et la nécessité de reprendre le contrôle des frontières. De l'autre, ils exposent le Burkina Faso à des pressions diplomatiques accrues, car l'affaire implique indirectement des espaces économiques et politiques sensibles. Chaque donnée chiffrée devient ainsi un argument, mais aussi un risque potentiel dans l'arène internationale. L'interprétation de ces preuves ne se limite pas à leur accumulation. Leur combinaison dessine une trajectoire claire. Concentration massive d'armes, financement disproportionné, diversification des sources. Ensemble, elles décrivent une tentative de déstabilisation qui dépasse les capacités de nuisance habituelles observées dans la région. La question n'est donc plus seulement de savoir comment ces armes sont arrivées là, mais pourquoi ce volume précis a été jugé nécessaire. Ces chiffres, froids en apparence, produisent un effet politique immédiat. Ils obligent l'État à changer d'échelle dans sa réponse, à penser en termes de réseau plutôt que d'incidents et à intégrer la dimension financière autant que militaire. En ce sens, la preuve quantitative agit comme un révélateur. Elle enlève toute ambiguïté possible et impose une lecture plus large, où la sécurité nationale se confond désormais avec la capacité à comprendre et à neutraliser des mécanismes invisibles mais mesurables. À partir de là, deux lectures s'affrontent et structurent le débat.
Une première lecture, largement partagée par des analystes régionaux, considère la saisie des camions comme la preuve d'une tentative délibérée de déstabilisation à grande échelle. Selon cette approche, le Burkina Faso ne serait qu'un maillon d'un dispositif plus vaste visant l'ensemble du Sahel. Le volume d'armes, la diversité de leurs origines et la sophistication logistique suggèrent un objectif clair: alimenter durablement des foyers de violence afin d'affaiblir les États déjà fragiles. Dans cette perspective, la réponse ne peut être que collective. Les partisans de cette lecture insistent sur la nécessité d'un partage accru du renseignement, d'une coordination régionale renforcée et d'un engagement international plus structuré. Sans cela, toute action strictement nationale risquerait d'être contournée ou neutralisée à moyen terme. Une seconde lecture, tout aussi structurée, propose une interprétation radicalement différente. Pour ses défenseurs, l'événement doit avant tout être compris comme un test de souveraineté. L'argument central, c'est que la capacité du Burkina Faso à intercepter seul un convoi d'une telle ampleur démontre une marge d'autonomie souvent sous-estimée. Dans cette optique, multiplier les dépendances extérieures pourrait diluer la responsabilité nationale et affaiblir la légitimité de l'État. Cette lecture valorise la fermeté affichée par Ibrahim Traoré et sa volonté de communiquer directement avec la population, perçue comme un facteur de stabilité interne. La priorité serait alors de renforcer les capacités locales, même au prix de tensions diplomatiques temporaires. Ces deux positions reposent sur des constats réels et difficilement contestables. La dimension transnationale du réseau est avérée, tout comme le besoin de consolider l'autorité étatique. La divergence porte moins sur les faits que sur l'ordre des priorités. Coopération d'abord ou souveraineté affirmée avant tout. La réponse se dessine dans un point d'équilibre souvent négligé. Les données disponibles montrent que l'efficacité immédiate vient de l'action nationale, mais que la durabilité de cette efficacité dépend d'un environnement régional moins permissif. Autrement dit, l'autonomie sans relais extérieur expose à l'isolement, tandis que la coopération sans contrôle interne fragilise la crédibilité politique. La gestion de la crise impose donc une articulation fine entre ces deux logiques, plutôt qu'un choix exclusif. Ce débat, loin d'être théorique, structure déjà les décisions à venir. Il conditionne la manière dont le Burkina Faso se positionnera face à ses voisins, à ses partenaires et à ses propres citoyens dans les mois qui suivent. Au milieu de l'enquête, le sens de l'histoire se déplace. Sans bruit, le récit change de centre. Au milieu de l'enquête, un moment précis redéfinit la perception de la crise. Ibrahim Traoré prend la parole devant la nation, non pour annoncer une victoire militaire, mais pour requalifier l'événement. Son message est simple, presque dépouillé, et tranche avec la gravité des chiffres révélés jusque-là. Il ne parle pas seulement d'armes interceptées, mais d'un pays qui refuse désormais de subir. Cette prise de parole agit comme un point de bascule narratif. Jusqu'alors, la saisie était perçue comme une menace évitée de justesse. À partir de ce moment, elle devient un symbole. Les images des camions immobilisés cessent d'incarner le danger pour représenter la vigilance retrouvée. Le discours transforme une opération de sécurité en affirmation politique, lisible par tous, sans jargon ni détour. Cette clarté explique sa diffusion rapide et son appropriation par une population en quête de repères. Ce changement de cadre a des effets immédiats. À l'intérieur du pays, il réduit l'espace des rumeurs et des interprétations anxiogènes. À l'extérieur, il signale que la gestion de la crise ne se limite pas à une réaction technique, mais s'inscrit dans une vision assumée de la souveraineté. Ibrahim Traoré ne cherche pas à désigner publiquement des coupables, mais à fixer une ligne rouge symbolique. L'État est éveillé, et il entend le rester. Ce moment n'apporte pas de nouvelles preuves ni de décisions concrètes. Pourtant, il modifie l'équation. La crise cesse d'être uniquement défensive. Elle devient un levier de mobilisation et un marqueur politique durable, autour duquel s'organisent désormais les attentes, les soutiens
et les oppositions. Pour mesurer l'effet réel, il faut regarder les conséquences, groupe par groupe, par groupe. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. La saisie oblige les administrations à travailler en mode accéléré, en particulier sur les frontières, le renseignement et la coordination interservices. Des contrôles renforcés sont déployés, révélant à la fois des failles anciennes et une capacité de réaction sous pression. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré consolide son autorité politique en plaçant la crise sous un cadre de responsabilité nationale assumée. La gestion publique gagne en visibilité, mais elle s'expose aussi à une exigence accrue de résultats mesurables et de transparence durable. Pour les acteurs économiques, l'effet est plus ambivalent. À court terme, l'incertitude domine. Des investisseurs étrangers suspendent leurs décisions, notamment dans les secteurs sensibles comme l'extraction minière et les infrastructures. Cette prudence se traduit par un ralentissement temporaire des flux de capitaux. En parallèle, un phénomène inverse apparaît à l'intérieur du pays. Les dépôts bancaires locaux augmentent ainsi, signe d'un recentrage de la confiance vers les institutions nationales. Ce paradoxe économique reflète une économie qui se replie pour se protéger, tout en cherchant de nouveaux équilibres internes. Pour les citoyens, l'impact est d'abord psychologique, puis social. La diffusion des images des camions saisis provoque une onde émotionnelle forte. La peur, longtemps dominante, cède partiellement la place à un sentiment de fierté collective. Des rassemblements spontanés et des messages de soutien au gouvernement traduisent cette dynamique. Toutefois, cette cohésion reste fragile. Les attentes augmentent rapidement, notamment en matière de sécurité quotidienne et de services publics. La population mesure désormais l'écart entre un symbole fort et les améliorations concrètes attendues dans la vie ordinaire. Pour la région sahélienne, enfin, les répercussions dépassent le cadre national. Le Mali et le Niger expriment un soutien politique explicite, renforçant l'idée d'une solidarité régionale face aux ingérences extérieures. Cette convergence ouvre la voie à une coopération sécuritaire plus étroite, mais elle suscite aussi des réactions prudentes de la part d'autres partenaires internationaux. Le Burkina Faso se retrouve ainsi au centre d'un jeu d'équilibre, où chaque geste est observé comme un indicateur de repositionnement géopolitique. Ces 4 niveaux d'impact ne sont pas indépendants. Ils interagissent et se renforcent mutuellement. Une décision sécuritaire influence la confiance économique, qui elle-même conditionne la stabilité sociale, tandis que l'environnement régional agit comme un amplificateur ou un frein. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est désormais de maintenir cette cohérence. Transformer l'élan symbolique en bénéfice tangible pour chacun de ces groupes constitue le véritable test de la phase suivante. Si l'on se projette, 3 trajectoires se dessinent à 6 ou 12 mois. Le premier scénario, dit de base, repose sur une stabilisation progressive sans rupture majeure. Dans cette trajectoire, les mesures engagées après la saisie produisent des effets graduels. Le contrôle des frontières s'améliore, sans toutefois éliminer totalement les flux illicites. La coopération régionale avance par ajustements successifs, souvent pragmatiques, parfois hésitants. Sur le plan intérieur, la confiance politique se maintient, mais reste conditionnée à des résultats visibles. L'économie, ralentie par la prudence des investisseurs extérieurs, retrouve un rythme modéré grâce à une mobilisation accrue des ressources locales. Ce scénario n'apporte pas de transformation spectaculaire, mais il évite la dégradation et consolide lentement les acquis. Le deuxième scénario, plus optimiste, suppose une convergence favorable de plusieurs facteurs. Les initiatives sécuritaires sont rapidement coordonnées avec les pays voisins, réduisant les zones de contournement utilisées par les réseaux transnationaux. Cette dynamique régionale améliore la crédibilité du Burkina Faso et rassure progressivement certains partenaires économiques. Les projets suspendus reprennent, notamment dans les secteurs stratégiques, tandis que des investissements ciblés renforcent les infrastructures et les services de base. Sur le plan social, la cohésion née de la crise
se transforme en participation plus active de la société civile. Cette trajectoire permettrait de convertir l'épreuve sécuritaire en levier de développement et d'autonomie renforcée. Le troisième scénario, le plus défavorable, s'inscrit dans une logique d'accumulation des tensions. Les pressions diplomatiques s'intensifient, les soutiens régionaux se fragmentent et les réseaux identifiés s'adaptent plus vite que les dispositifs de contrôle. Dans ce contexte, l'économie subit un choc prolongé, marqué par une hausse des coûts d'importation et une inflation sensible. La population, confrontée à des difficultés quotidiennes persistantes, exprime une fatigue croissante. Les symboles de fermeté perdent alors de leur efficacité, faute de relais concrets. La crise sécuritaire initiale se transforme en fragilité systémique. Ces scénarios ne sont pas des prédictions figées, mais des cadres de lecture. Ils montrent que l'avenir dépend moins d'un événement isolé que de la cohérence des choix successifs. La question centrale reste ouverte. Quelle priorité fixer pour maximiser les chances du scénario favorable, tout en limitant les risques de dérive? Au-delà des institutions, cela se traduit aussi dans la vie quotidienne. Pour une partie de la population urbaine, l'effet le plus immédiat est perceptif. La crise a modifié la manière dont la sécurité est envisagée au quotidien. Les contrôles plus visibles, les messages officiels plus fréquents et la circulation d'informations vérifiables réduisent l'incertitude ambiante. Cette visibilité rassure, mais elle crée aussi une attente nouvelle, celle d'une continuité. Lorsque la tension retombe, le public juge désormais l'action de l'État à l'aune de ce moment de fermeté affiché. Pour les communautés vivant près des zones frontalières, l'impact est plus direct. Le renforcement des dispositifs de surveillance modifie les routines locales, parfois au prix de contraintes supplémentaires. Les déplacements deviennent plus contrôlés, les échanges informels plus surveillés. En contrepartie, un sentiment de protection progresse lentement, à condition que ces mesures s'accompagnent d'un dialogue local et d'une compréhension mutuelle. Sans cela, la sécurité risque d'être perçue comme une contrainte plutôt que comme un bénéfice partagé. Pour les jeunes et les acteurs de la société civile, l'épisode agit comme un déclencheur d'engagement. La crise a montré que les décisions politiques ont des effets tangibles et rapides. Des initiatives citoyennes émergent autour de la vigilance communautaire, de l'éducation civique ou du soutien aux forces locales. Cet élan reste fragile, mais il ouvre un espace où la participation ne se limite pas à l'observation passive des événements nationaux. Enfin, pour les acteurs économiques locaux, l'enjeu est la prévisibilité. La stabilisation sécuritaire conditionne la capacité à investir, à employer et à planifier. Même à petite échelle, la perception d'un État attentif et cohérent influence les choix quotidiens. La crise rappelle ainsi une évidence souvent négligée. La sécurité n'est pas abstraite. Elle façonne directement les décisions ordinaires, du déplacement au travail jusqu'à la confiance dans l'avenir. Dans cette logique, une feuille de route s'esquisse, étape par étape. La première étape consiste à sécuriser durablement les frontières, non par une présence ponctuelle, mais par un dispositif continu et coordonné. Ibrahim Traoré confie aux forces armées et aux services civils la mise en place de zones de contrôle mixtes, avec des responsabilités clairement définies. L'objectif est de réduire les angles morts, d'améliorer la circulation de l'information et de mesurer l'efficacité par des indicateurs simples, comme la fréquence des interceptions et la rapidité de traitement des alertes. La deuxième étape porte sur le renseignement. L'enjeu n'est plus seulement de collecter des données, mais de les croiser. Un centre d'analyse unifié est chargé de relier les informations militaires, policières et douanières afin d'identifier les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des chances et des crises ouvertes. Cette structure doit produire des évaluations régulières, compréhensibles par les décideurs politiques, afin d'éviter les réactions tardives ou excessives. La troisième étape concerne la dimension financière. Les circuits de financement identifiés imposent une réponse spécifique, fondée sur la coopération technique et la traçabilité. Des équipes spécialisées sont mobilisées pour suivre les flux suspects,
geler les actifs lorsque cela est possible et documenter les mécanismes utilisés. Le succès de cette phase se mesure moins par des annonces publiques que par la capacité à perturber durablement les réseaux. La quatrième étape touche à la communication. Ibrahim Traoré insiste sur une transparence calibrée, ni silencieuse, ni spectaculaire. Informer régulièrement la population, sans exposer les détails sensibles, permet de maintenir la confiance et de réduire l'espace des rumeurs. Cette communication devient un outil de stabilité, au même titre que les dispositifs sécuritaires. Enfin, la cinquième étape s'inscrit dans le temps long. Elle vise à transformer les armes saisies en symboles de reconstruction, en finançant des projets éducatifs et sociaux. Cette dimension donne un sens politique à l'action sécuritaire. Elle relie la protection du présent à la construction de l'avenir, condition essentielle pour que la crise débouche sur une consolidation durable de l'État. Pour refermer la boucle, un symbole demeure. Au terme de cette séquence, un symbole s'impose progressivement dans le récit collectif, celui de la transformation. Les armes interceptées, initialement perçues comme une promesse de chaos, sont réinscrites dans une autre temporalité. L'image de la cloche d'école, fondue à partir du métal saisi, condense cette bascule. Elle ne nie pas la violence du point de départ, mais elle lui retire sa finalité destructrice pour l'orienter vers un avenir partagé. Ce rappel agit comme une boucle narrative. Il renvoie aux premières heures de la crise, à la stupeur et à la peur, tout en montrant le chemin parcouru depuis. Pour de nombreux citoyens, ce symbole rend tangible une idée souvent abstraite. La souveraineté ne se proclame pas seulement, elle se construit par des choix visibles et durables. En associant sécurité et reconstruction, l'État propose une lecture qui dépasse la réaction immédiate. Dans cette mise en scène maîtrisée, Ibrahim Traoré occupe une place centrale, non comme figure héroïque isolée, mais comme point de convergence d'une volonté collective. Le message implicite est clair. La force d'un pays ne réside pas uniquement dans sa capacité à intercepter des menaces, mais dans son aptitude à transformer une épreuve en projet commun. Quand la cloche résonne, elle ne célèbre pas une victoire militaire, elle marque une continuité, un État qui apprend, ajuste et avance.